Monsieur le Président, Messieurs les juges du Haut Tribunal militaire international, nous avons l'honneur de nous présenter devant votre haute juridiction afin de lui soumettre les conclusions du ministère public français concernant les responsabilités encourues à titre individuel par les accusés présents à cette barre. En vertu de la répartition des diverses tâches incombant à chacune des 4 nations, telles qu'elles découlent tant de l'acte d'accusation déposé en exécution de la charte du 8 août 1945 que des accords intervenus entre les 4 délégations, le ministère public français, dans les exposés qu'il a présentés, s'est attaché plus particulièrement à l'étude des crimes de guerre formant le 3e chef d'accusation, c'est-à-dire de ceux commis par les accusés en France et dans les pays situés à l'ouest de l'Europe au cours des opérations de guerre et de l'occupation allemande. Il en découle tout naturellement que dans les explications qui vont suivre, le cas de certains parmi les accusés sera laissé de côté, puisqu'aussi bien leur responsabilité aura été établie par les autres délégations, plus directement intéressées, si j'ose dire, aux crimes qu'ils ont commis, et qui correspondent aux 1er, 2e et 4e chefs d'accusation. Toutefois, le ministère public français entend faire siennes les accusations ainsi relevées par les autres délégations contre les accusés qu'elles concernent, notamment à l'égard de l'accusé von Neurath et de l'accusé von Ribbentrop. La délégation française s'associe entièrement à l'exposé présenté à leur sujet par Sir David Maxwell Fyfe. Il en est de même en ce qui concerne les accusés Hess, Kaltenbrunner, Frank, Bormann, Funk, Schacht, von Papen, Baldur von Schirach, Streicher, Raeder, Dönitz et Fritsch. D'autre part, Monsieur le Président, Messieurs les juges, nous voudrions dans ce bref exposé nous écarter quelque peu de l'ordre dans lequel les accusés figurent à l'acte d'accusation, à la fois et au banc de la défense, et cela pour plus de clarté. Il paraît souhaitable, en effet, en présentant certains des principaux chefs de la conjuration nationale socialiste sous l'angle des crimes de guerre commis à l'Ouest, de montrer comment ils ont transposé dans les faits leur conception philosophique, politique, économique, diplomatique et enfin militaire. Cet ordre va donc déterminer celui dans lequel nous exposerons le cas de ces accusés. D'autre part, les accusés
en vertu de la règle adoptée par le tribunal concernant la procédure qu'il entendait suivre dans cette affaire, les accusés n'ont point encore été entendus en personne à l'audience dans leurs explications orales, et l'audition de la plupart des témoins, ou tout au moins deux témoins importants, n'a pas encore eu lieu. C'est pourquoi le ministère public français se réserve, avec l'autorisation du tribunal, de compléter ultérieurement ces réquisitions à l'égard des accusés pris à titre individuel d'une part, et des groupements inculpés, selon le mot de mon éminent ami, monsieur le procureur Boissary, inculpés d'indignité internationale, d'autre part. Bien entendu, cette mise au point finale sera accomplie avec toute la sobriété désirable, le ministère public français ayant le souci d'éviter, dans toute la mesure du possible, d'allonger inutilement les débats. Le tribunal a été saisi d'un nombre imposant de documents. Leur lecture, qui tendait d'abord à sa propre information, puis à celle de la défense, et enfin, il faut bien le dire, à celle de l'opinion publique mondiale, a absorbé un temps déjà considérable. C'est pourquoi, avec la permission du tribunal, nous nous abstiendrons autant que possible de déposer entre ses mains de plus amples documents. Assez de preuves écrites ont déjà été fournies par les ministères publics américains, britanniques et français, lesquelles, jointes à celles que va déposer le ministère public de l'Union des républiques socialistes des soviets de Russie, permettront au tribunal d'assurer sa conviction quant à la culpabilité des accusés. Nous nous contenterons donc, en règle générale, de citer les documents déjà produits afin de rattacher les faits que nous énoncerons aux preuves déjà fournies. Je voudrais toutefois, Monsieur le Président, avant d'aborder le cas des accusés dont je vous présenterai l'inculpation individuelle, je voudrais dire un mot au sujet d'une question d'une portée très générale. Il serait vain de se dissimuler qu'une certaine partie de l'opinion, et non la moins éclairée, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Monde, a marqué quelques surprises à voir que l'acte d'accusation qui sert de base aux poursuites actuelles dénonçait à titre collectif le caractère criminel de certaines organisations telles que la Reichsregierung, le corps des dirigeants du Parti national-socialiste, les SS, y compris la SD, le SD, la Gestapo, les SA, l'état-major général et le haut commandement.
À ce sujet, le tribunal a bien voulu inviter les divers ministères publics à présenter des mémoires écrits tendant à établir le bien fondé de l'imputation qui résulte à ce sujet de l'acte d'accusation. Mais qu'il me soit permis, en attendant qu'un mémoire plus complet soit déposé entre les mains de votre haute juridiction, d'exposer au tribunal quelques notions qui me paraissent devoir être rappelées ici. En effet, il semble que ce concept de responsabilité collective des divers groupements aille de pair avec le concept de conspiration qui constitue l'autre idée maîtresse de l'acte d'accusation. Il n'est pas douteux, en ce qui concerne cette notion de conspiration retenue par l'acte d'accusation, il n'est pas douteux que l'on retrouve tout d'abord dans les actes des accusés le mystère qui accompagne en général toute conjuration, quelle qu'elle soit, et que les divers documents déjà fournis à la Cour suffisent à montrer l'existence de tous les éléments permettant d'affirmer que les accusés, leurs coauteurs et leurs complices avaient effectivement conçu et réalisé ce concert frauduleux qui devait leur permettre d'attenter à la paix du monde par des moyens contraires à la fois aux lois de la guerre, aux droits des gens et à la morale internationale. Il n'est pas douteux notamment que les dirigeants nazis avaient conféré un caractère secret à toutes leurs réunions, qu'elles fussent régulières et administratives ou qu'elles fussent occasionnelles et non protocolaires. Ce fait serait en soi normal si l'on pouvait l'isoler de tous les autres, mais ajouté à tous les autres éléments de la cause, il démontre bien l'intention coupable des conjurés, car seul ce secret absolu conditionnait l'emploi des moyens criminels que nous allons avoir à souligner. Je rappellerai d'ailleurs au tribunal que très souvent, en ce qui concerne les ordres qui étaient transmis, très souvent, il arrivait que certains paragraphes étaient effacés de façon à ne plus laisser de traces. C'est un fait que notamment l'accusé Hermann Göring a reconnu au cours de l'information. Ce fait démontre par conséquent l'intention non seulement d'agir dans le plus grand secret, mais encore l'intention de faire disparaître toute trace
de ce qui s'était passé. S'il m'était permis de transposer l'expression qui était employée au cours de la guerre de 1914-1918 à propos de la destruction de certains navires des nations amies et alliées, il s'agirait en quelque sorte, en ce qui concerne du moins ces paragraphes, de ce que l'on appelle la spurlose Verschwendung, ce qui signifie la disparition qui ne laisse aucune trace. D'autre part, la preuve du concert frauduleux résulte du caractère éminemment et évidemment criminel des décisions qui étaient arrêtées dans ces conseils secrets. Incorporation. It's 1:15 now. Would it be convenient to break off at this moment? Would it be convenient for you to break off now? Monsieur le Président, je suis à la disposition du tribunal. Yes, very well. Monsieur le Président, Messieurs les juges, au cours de l'audience de la matinée, je vous avais dit un mot. I don't think it's coming through. I don't know why. Hello recording, hello recording. The tribunal is adjourning for a few minutes until this rig of yours is fixed up. It's perfectly all right.